Ils sont des dizaines de milliers à avoir quitté leurs maisons, leurs champs, leurs biens. À mesure que les forces révolutionnaires progressaient, ils ont tout laissé derrière eux pour se replier vers le sud, vers Saigon. La route numéro 1, celle qui mène à Saigon, la route de l'Exode. Les plus riches ou les plus débrouillards s'entassent sur des véhicules de fortune pour aller plus vite. Les autres n'ont que leurs jambes pour fuir les combats. Le front est à quelques kilomètres. Les obus tombent juste derrière eux. À 60 km de Saigon, près de Xuan Loc, un peloton de chars gouvernementaux s'accroche. Il faut l'avoir, ce drapeau Viet. On l'a raté encore. Le village est vide. Tout le monde s'est enfui. Par peur du communisme? Peut-être. Mais d'abord, pour sauver sa peau. Xuan Loc, le verrou de Saigon. Le président Thieu avait dit, si Xuan Loc tient, Saigon tiendra aussi. Cette capitale provinciale était devenue le symbole de la résistance à l'avance communiste. Pendant des jours, la ville a été prise et reprise. Quand ces images ont été tournées, il y a 8 jours, il ne restait plus que des ruines. Lundi, après des combats acharnés, Xuan Loc est tombé. La route de Saigon est désormais ouverte aux forces révolutionnaires. Pour des milliers de réfugiés qui ont traversé Xuan Loc, ce spectacle est aussi devenu un symbole. Le symbole de ce qui les attend, s'ils restent pris au piège entre les troupes gouvernementales et les forces révolutionnaires. À mesure que l'on s'éloigne du front, le flot des réfugiés grossit. Personne ne sait exactement combien ils sont, sûrement plus d'un demi-million. C'est la peur qui les pousse dans le dos. La peur de la guerre, de la mort qui tombe du ciel. La peur aussi des communistes. Personne ici n'a oublié qu'en 1968, pendant l'offensive du Tet, quand le Viet Cong s'est emparé de Hue, des centaines de civils ont été liquidés. Jour après jour, la propagande gouvernementale poursuit son action psychologique, accusant les forces révolutionnaires de représailles et des pires atrocités dans les provinces qu'elle contrôle. Se frayant un passage dans le flot des réfugiés, les derniers renforts gouvernementaux foncent vers le front. Pour ces Vietnamiens qui marchent depuis des jours, ce n'est pas le premier exode. Il y a 30 ans que la guerre fait rage au Vietnam. À l'entrée d'un village, un premier contrôle. L'armée tente de contrôler les infiltrations d'agents ennemis. Il y a encore beaucoup de monde là-bas. Oh oui, beaucoup. Des milliers de gens. Ils sont bloqués et ils n'osent pas s'aventurer à travers champs. Les tanks sont coincés aussi.
Il vaut mieux que vous partiez maintenant, car il peut y avoir des tirs de roquettes. Dépêchons-nous. Allons, venez. Il y a encore beaucoup de soldats à Banheim. Les gens riches sont partis, mais les pauvres sont restés. Nous voilà sauvés. Có chứ, trên cái xe đón mà. Les vagues de réfugiés se sont abattues sur tous les villages du sud. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, épuisés, affamés, tentent de s'abriter pour reprendre des forces. Nous demandons à toute la population de rester provisoirement ici, c'est dans l'intérêt de tous. Ils avaient emporté leurs économies et quelques provisions. Après 15 jours d'exode, il ne leur reste plus rien. Dans chaque village, le riz, le poisson et l'eau ont atteint des prix vertigineux. La plupart des réfugiés en sont réduits à la charité internationale ou au système D. Et la fuite vers le sud continue. Avec des piastres ou du savoir-faire, les plus forts arrachent une place sur tout ce qui peut rouler. Camions, autocars, triporteurs ou bicyclettes. Dans cette détresse pitoyable, pas un cri de désespoir, pas un geste de mauvaise humeur. Ils fuient, résignés. D'où vient-il? De Djekine. Pourquoi fuit-il? Parce qu'il y a des Viet Cong. On se bat? Oh oui, on se bat pas loin. Vous avez eu peur? Ils ont surtout peur des roquettes. Et pourquoi est-ce qu'ils se sauvent? Ils ont peur des roquettes. On se bat? Oui, oui, on se bat en ce moment. Vous avez rencontré les Viet Cong? Oh oui, beaucoup. Il y a longtemps de ça? C'était à 7 km d'ici. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il a tout abandonné? Il avait peur? Bien sûr qu'on a peur, c'est pourquoi nous nous sommes enfuis. Le terrain est occupé, mais ça fait 6 jours qu'on est parti. Ils ont peur de quoi? Pas des Viet Cong, mais de l'aviation.
À 30 km de Saigon, sur la route numéro 1, l'armée gouvernementale a établi des barrages pour éviter que le flot des réfugiés ne déferle sur la capitale. Les autorités veulent éviter à tout prix d'aggraver encore le climat de panique qui règne déjà à Saigon. Mais surtout, elles cherchent à empêcher l'infiltration d'agents ennemis. Plusieurs dizaines de milliers de révolutionnaires auraient déjà réussi à pénétrer clandestinement dans la capitale. L'attente peut durer des heures, sous un soleil de plomb. Pour se dégager, les soldats tirent en l'air et lancent des ordres aux réfugiés. Nous voulons vous évacuer par nos propres moyens, et pas dans le désordre. Nous partageons vos malheurs. Et nous vous demandons de vous installer provisoirement dans l'endroit qui vous est indiqué. Okay. Restez ici. Vous recevrez des vivres. Vous pouvez vous installer sur la place. Xuan Loc assiégé il y a une semaine. Un pont aérien permettait encore de ravitailler la garnison et les habitants réfugiés dans la forêt. La panique était telle qu'à certains moments, les hélicoptères ont dû renoncer à se poser pour éviter d'être pris d'assaut par des réfugiés qui cherchaient à tout prix à fuir les combats. Ce jour-là, l'arrivée d'une cargaison de vivres va provoquer une véritable émeute que les soldats seront impuissants à contenir. L'armée doit dégager les volontaires de la Croix-Rouge qui prendront la fuite sans avoir pu distribuer leurs rations. La distribution n'aura lieu que le lendemain. Chaque recrudescence des combats amène son nouveau contingent de réfugiés. Ces familles ont pu quitter Xuan Loc au plus fort de la bataille. Elles se sont entassées à plus d'une centaine dans un hélicoptère prévu pour 50 passagers. Parmi les évacués, des soldats blessés au cours des combats. La confusion est telle qu'il n'y a pas d'ambulance ni d'infirmiers pour les accueillir. C'est chacun pour soi.
Pendant des jours, tous les hélicoptères qui se posaient à Xuan Loc ont été pris d'assaut. Les mêmes scènes pitoyables se répétaient à chaque atterrissage. L'aide internationale s'est organisée. Un véritable pont aérien a été établi entre Bangkok et Saigon par le Haut-Commissariat aux réfugiés, l'UNICEF et la Croix-Rouge internationale. C'est la Croix-Rouge de la République du Vietnam qui est chargée d'acheminer les secours d'urgence, du lait, des conserves, des médicaments, mais aussi des tentes et des réchauds. La Croix-Rouge internationale a mis sur pied un plan d'action de 3 mois qui engagera plus de 30 millions de francs pour venir en aide aux personnes déplacées au Vietnam. De leur côté, le Haut-Commissariat aux réfugiés et l'UNICEF ont également lancé une vaste action de secours qui s'étend sur plusieurs semaines et dont le montant atteindra environ 140 millions de francs. Il s'agit d'assurer un abri et des conditions de vie décentes à des centaines de milliers de Vietnamiens qui sont aujourd'hui démunis de tout. Il s'agit aussi d'assurer leur subsistance. Grâce à la rapidité avec laquelle a été menée l'action de secours, grâce aussi à l'efficacité de la Croix-Rouge, on a pu éviter la multiplication des cas de malnutrition ou la propagation des épidémies. Mais les besoins restent énormes. Ici, au camp de Vung Tau, qui regroupe environ 30 000 personnes déplacées, les volontaires de la Croix-Rouge distribuent du riz, du lait et des conserves à des familles arrivées depuis plusieurs jours. L'exode a disloqué les familles. Tout s'est passé si vite. Où sont tes parents? Ils sont arrivés à Da Nang, mais je les ai perdus. Perdus avant d'embarquer ou sur le bateau? Dans le bateau. Comment? On est venus, les uns dans un chaland, les autres par en bateau. C'est pourquoi on ne s'est pas retrouvés. Je ne sais pas où est allé le chaland. Que vas-tu faire? J'ai un cousin ici. Où est ce cousin? Ici, à côté de moi. Et tes parents, tu les cherches? Bien sûr. Que vas-tu faire? Je vais rester ici avec mon cousin. Ces deux cousins ne sont malheureusement pas un cas isolé au Vietnam. Qui a perdu ses parents? Les deux, père et mère. Le père seulement. La mère seulement. Frères et sœurs. Plus de 2 personnes.
À la porte du camp, la liste des disparus. Chaque jour, des parents ou des amis viennent aux nouvelles. Vung Tau. Il y a 20 ans, ce petit port de pêcheurs s'appelait le Cap Saint-Jacques. C'était une station de villégiature à la mode. Aujourd'hui, ces bateaux amènent de nouvelles personnes déplacées. Les privilégiés ont même pu sauver leur voiture ou leur tracteur. Après le chaos et la panique des premières semaines de l'exode, l'accueil s'est organisé. Des volontaires de plusieurs organisations vietnamiennes, la Croix-Rouge, les églises, les scouts, ont été mobilisés pour venir en aide aux populations déplacées. Ces familles s'installent sur la rive en attendant d'être admises dans l'un des camps de Vung Tau. Maintenant qu'ils sont à l'abri, ils acceptent de raconter ce qui leur est arrivé. Et ça lui a coûté cher pour venir en bateau jusqu'ici? Bà đi cái ghe này hết bao nhiêu tiền đó? Bà thuê đâu? Bốn người 28.000. 4 người. 2000 pour chaque personne. 2000 piastres pour chaque personne. Elle avait l'argent? Bà có đủ tiền mà đi không? Les passeurs se font payer d'avance, mais il faut bien se débrouiller. Ban đêm ra bờ biển đấy. La nuit, il s'enfuit la nuit. Il s'enfuit la nuit. Il est venu avec toute sa famille ici? Oui, toute sa famille. Qu'est-ce qu'il faisait dans l'endroit où il habitait? Quel était son métier? Hồi trước ở Lạc Lâm ông làm gì? Làm nông. Làm nông hả? Fermier. Il était fermier? Et il est venu avec toute sa famille ici? Ông đến đây với hết cả gia đình hay đủ không? Còn thiếu 2 người. Dạ. Il est venu, il a perdu 2 enfants encore. Il a perdu 2 enfants? Oui, 2 années. Après notre départ, ils ont commencé à tirer pour barrer la route, les Viet Cong. Tout le monde s'est dispersé. C'était la panique. Les 2 aînés, un garçon et une fille, se sont perdus. Est-ce qu'il a dû payer pour venir par le bateau? Ông vừa nói ông không có phải trả tiền ghe hả? J'ai dû payer 40 000 piastres pour les 8 personnes. Et ça coûte combien pour venir? Ông đi xuống đây hết bao nhiêu tiền? Ông ấy bảo hết 40.000. 40.000 gia đình ông hả? Mấy người? 40 000 piastres, c'est ce que sa ferme lui rapportait en 4 mois. L'île de Phu Quoc, à 300 km au sud-ouest de Saigon. C'est ici qu'étaient détenus les prisonniers de guerre nord-vietnamiens, près de 50 000. Les accords de Paris ont vidé le camp.
Par une ironie du sort, ces baraques sinistres, entourées de barbelés et de miradors, accueillent aujourd'hui plus de 60 000 sans-abri venus de Hue et de Da Nang. Leur arrivée a été dramatique. Pendant plusieurs jours, ils sont restés entassés dans leurs bateaux au large, à la merci des pillards. Il ne pousse rien sur ce secteur de l'île et tout l'approvisionnement doit être amené par bateau ou par avion. Autre problème crucial, le manque d'eau. Il n'y a que 2 pompes à Phu Quoc et les camions-citernes manquent pour transporter l'eau. Du matin au soir, le haut-parleur appelle les familles pour recherche ou vérification d'identité. Parmi elles se trouve en effet une bonne partie de la garnison et de l'administration de Hue et de Da Nang, qui se sont enfuis devant l'avance communiste. Parmi les réfugiés, je crois qu'il faut compter dans les 50%. On n'a pas encore les figures exactes, mais dans les 50% qui sont fonctionnaires ou bien militaires. Ceux-là, on va les renvoyer dans le service du gouvernement central à Saigon, qui vont les redistribuer dans les différentes provinces après. Oui. C'est ça. Vous avez dû prendre des sanctions ici pour maintenir l'ordre. Oui, ça regarde plutôt le commandement militaire. Et les premiers jours, on a dû faire attendre les réfugiés sur le bateau un peu. D'abord, pour remettre de l'ordre dans le bateau d'abord. Il y a des soldats, ou bien des révoltés, ou bien même des civils qui ont profité de la situation, de désordre sur le bateau pour voler, piller, et même il y avait des meurtres. Alors le commandement militaire a dû, dans les premiers jours, revérifier tous ces gens-là. Il y a eu des exécutions, non? Oui, j'ai entendu dire qu'il y avait des exécutions. Quand je suis venu, quand je suis arrivé ici 3 jours après, les exécutions ont été terminées. Oui, mais seulement au début, j'ai entendu dire, et c'était confirmé par le colonel commandant de camp. Vous pensez combien ont été exécutés? Oh, je n'ai pas le chiffre exact, mais pas que dans les quinzaines, je crois. Dans ce local surchauffé comme une étuve, a été installé un hôpital de fortune. Ici, les maladies les plus bénignes prennent des proportions catastrophiques. Quelle est la situation sur le plan médical et hygiénique? Bien sûr, l'hygiène, on manque beaucoup. Sur le plan médical, nous avons beaucoup de besoins médicaux. Et actuellement, nous avons dans le camp une épidémie de conjonctivite, une épidémie de rougeole, et avec complications bronchopneumoniques, et une épidémie de gastro-entérite. Il y a des morts? Il y a beaucoup de morts. Déjà, en allure épidémique, le premier jour, nous avions 4 morts, 4 enfants morts. Le deuxième jour, 3. Hier soir, 1. Ce soldat a perdu sa femme, tuée par une roquette. Il reste seul, avec ses 4 enfants en bas âge. Pour des millions de Vietnamiens,
qui n'ont jamais connu que la guerre depuis 30 ans, est-ce aujourd'hui la dernière épreuve?